Moi, je ne vois que moi, il n'y a que moi dans ce livre-là. Les Nouveaux Chemins vous accompagnent du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. Et si on lisait la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant comme un roman policier? Le philosophe y serait à la fois assassin et détective, celui qui crève l'abcès du moi et le vide de sa substance, et qui kidnappe une partie de la réalité pour l'éloigner du domaine de la connaissance. Revenu sur le lieu du crime, Kant rédige une deuxième préface à son texte, 6 ans après la première publication, en 1887, dans laquelle il semble se repentir de ses actes. Enquête sur les lieux du crime, aujourd'hui en compagnie de la philosophe Michel Cohen-Halimi, qui enseigne la philosophie à l'université de Paris-Ouest Nanterre et spécialiste de philosophie allemande. Bonjour à vous Michel Cohen-Halimi. Bonjour. Arrière fantôme. Je vais parler d'un homme dont le nom seul exerce une puissance d'exorcisme. Je parle d'Emmanuel Kant. On dit que les esprits de la nuit s'épouvantent quand ils aperçoivent le glaive d'un bourreau. De quelle terreur doivent-ils donc être frappés quand on leur présente la critique de la raison pure de Kant? Ce livre est le glaive qui tua en Allemagne le dieu des déistes. À dire vrai, vous autres Français, vous avez été doux et modérés comparés à nous autres Allemands. Vous n'avez pu tuer qu'un roi, et encore vous fallut-il en cette occasion tambouriner, vociférer et trépigner à ébranler tout le globe. On fait réellement trop d'honneur à Maximilien Robespierre en le comparant à Emmanuel Kant. Maximilien Robespierre, le grand badaud de la rue Saint-Honoré, avait sans doute ses accès de destruction quand il était question de la royauté, et il se démenait d'une manière assez effrayante dans son épilepsie régicide. Mais si Emmanuel Kant, ce grand démolisseur dans le domaine de la pensée, surpassa de beaucoup en terrorisme Maximilien Robespierre, il a pourtant avec lui quelques ressemblances qui provoquent un parallèle entre ces deux hommes. D'abord, nous trouvons chez tous deux cette probité inexorable, tranchante, incommode, sans poésie. Et puis, tous deux ont le même talent de défiance que l'un traduit par le mot de critique et qu'il tourne contre les idées, tandis que l'autre l'emploie contre les hommes et l'appelle vertu républicaine. D'ailleurs, ils relèvent tous deux au plus haut degré du type du badaud, du boutiquier. La nature les avait destinés à peser du café et du sucre, mais la fatalité voulut qu'ils tinssent une autre balance et jeta à l'un un roi, à l'autre un dieu. Et ils pesèrent exactement. Michel Cohen-Halimi, j'ai présenté Kant comme à la fois un meurtrier et un détective au sein de son texte, dont la deuxième version date de 1787. Évidemment, je crois avoir dit 1887, c'était une erreur. Je l'ai présenté ainsi, on va voir dans quel sens ça se tient, cette lecture-là de la critique de la raison pure comme un roman policier. Mais le texte qu'on vient d'entendre d'Heinrich Heine en fait un terroriste, un grand démolisseur de la pensée qu'il compare à Robespierre. Pourquoi une telle violence ? Je pense qu'en effet, Kant, avec la critique de la raison pure, a mis fin à l'ancien régime métaphysique.
Et ça, je crois qu'il en a conscience lui-même, c'est-à-dire qu'à la fois Mendelssohn dit « Der alles zermalmende Kant », celui qui réduit tout en poussière, et en même temps, Kant, dans le fond, si on regarde de près la première préface de la critique de la raison pure, qu'est-ce qu'il dit? Il compare quand même ce qu'il est en train d'écrire. Alors Heine lui reproche son style de papier gris, mais il emprunte un style épique qu'il emprunte à Homère. La métaphysique, elle est identifiée à la reine Écube qui a perdu son trône et qui se lamente. Et donc la métaphysique ne sera plus jamais reine des sciences. La question qui se pose à elle maintenant, c'est quelle science elle peut prétendre être elle-même et quel peut être son avenir. Et ce qui est assez étonnant pour quelqu'un dont on pense qu'il ne lit pas les poètes, qu'il ne se préoccupe pas du style, etc., c'est qu'à cet instant-là, Kant, toujours dans la première préface, c'est quand même le texte par lequel il présente son livre qu'il a mûri pendant 10 ans de silence avant d'écrire ce livre, il cite les Métamorphoses d'Ovide. Les Métamorphoses d'Ovide. C'est-à-dire que dans le fond, je crois que la citation n'est pas de hasard, certainement pas. La métaphysique est appelée à une métamorphose. Donc à la fois, il y a un avant et un après Kant. L'ancien régime métaphysique, c'est-à-dire dans le fond la métaphysique classique, la Schulmétaphysique allemande qui a dominé le XVIIe et le XVIIIe siècle allemand, c'en est fini, dans le fond, de sa prétention à connaître ce qui dépasse l'espace de l'expérience et de la phénoménalité. On ne reviendra plus sur ce point-là. Donc là, il y a véritablement un avant et un après qui peut autoriser ou légitimer, dans le fond, l'homologation du geste critique à une révolution. Une révolution à la manière de Robespierre. Heine va même plus loin, parce qu'il dit que Kant serait plus à craindre que Robespierre. Oui, plus à craindre que Robespierre, parce que je crois qu'en même temps, il y a une pérennité de ce geste. Mais aux yeux de Heine, qu'est-ce que Kant a destitué ou guillotiné? Qu'est-ce qui est je pense qu'il a guillotiné. Alors, il a guillotiné tous les objets de la métaphysique spéciale, qui sont moi, le monde et Dieu, qui étaient des objets finalement de connaissance, de savoir. Donc, ces objets-là sont évidés de tout contenu connaissable. Donc il n'y a plus, de ce point de vue-là, à continuer les opérations qui étaient celles des métaphysiciens classiques ou de la Schulmétaphysique relativement à ces trois objets. Et puis, n'oublions pas que dans un texte fameux qui clôt l'analytique, du principe de la division des objets en général en phénomènes et noumènes, Kant dit qu'il faut renoncer à ce nom orgueilleux, Stolz, d'ontologie, pour lui substituer une analytique de l'entendement. Donc la métaphysique générale, dans sa prétention ontologique, est elle-même totalement réformée. Donc là, il y a un geste d'une radicalité inouïe, sans précédent, et qui va marquer un temps dans l'histoire de la philosophie sans lequel dont on ne peut pas, dans le fond, faire l'économie. Alors d'où vient cette proposition de cette hypothèse de lire la critique de la raison pure comme un roman policier, et en quel sens est-ce qu'il faut le prendre au sérieux, parce que ça fonctionne vraiment Alors je pense que c'est une hypothèse qui ne relève pas d'une incongruité géniale comme on pourrait trouver chez Borges ou chez d'autres penseurs, parce que ce serait génial sans doute, mais ça resterait incongru. Or, il me semble que chez Krakauer, qui énonce cette hypothèse après avoir pratiqué pendant des années avec le jeune Adorno qui était lycéen, une lecture de la critique de la raison pure comme roman policier, alors on peut faire de multiples conjectures sur cette lecture, mais il reste qu'elle produit un livre qui n'a pas été publié, mais qui est écrit entre 22 et 25, 1922-1925, et qui est certainement dans le prolongement de ses cours et de cette étude avec le jeune Adorno, qui a donc 15 ans à l'époque, Krakauer 29, il a 14 ans de plus qu'Adorno. Et donc cette étude qu'ils ont conduite pendant des années, elle s'est déposée dans ce livre que Krakauer n'a pas publié, mais qui a quand même pour sous-titre « Traité de philosophie ». Et de ce livre, Krakauer a dit dans une lettre à Bloch en octobre 1923 qu'il entreprenait une métaphysique du roman policier. Donc je pense qu'il y a là, je vais l'expliquer plus en 2 points, il y a là une lucidité d'une gravité telle, je crois qu'elle n'autorise pas l'homologation à une idée incongrue, farfelue. Krakauer est vraiment très inquiet. Et ce qu'il est en train d'interroger, dans le fond, c'est le monde dans lequel nous vivons, qui est, selon lui, dominé par un type de rationalité qui est rentré dans l'âge scientifique. Et Kant est peut-être aussi, la source de cette entrée de la rationalité dans l'âge scientifique. Et cette rationalité entrée dans l'âge scientifique,
Elle a produit un monde pour Krakauer qui est un monde désenchanté, un monde qui a perdu toute perspective sur l'absolu, un monde de la réification, un monde dont Lukács lui-même, dans la théorie du roman, avait dit c'est le monde du ciel étoilé de Kant qui a basculé dans le noir. C'est-à-dire que dans le fond, on est dans une perspective de lecture de la critique de la raison pure, qui est le point de départ, dans le fond, de cet âge scientifique de la rationalité, mais une perspective de la critique de la raison pure qu'on réduirait à une théorie de la connaissance, à une épistémologie. Et là, il faut distinguer Kant du néo-kantisme. Absolument. Ce sont les philosophes post-kantiens qui ont proposé une lecture de Kant qui le réduisait à une théorie de la connaissance, enfin de la critique de la raison pure, qui le réduisait à une théorie de la connaissance au mépris de toute forme de réflexion métaphysique. Mais absolument, vous avez raison, et c'est là qu'est la lucidité grave de Krakauer. C'est-à-dire qu'il est le contemporain de ces lectures de Kant, qui sont en train de constituer d'immenses philosophies. Alors on peut penser à Hermann Cohen, alors on peut penser à Émile Lask est cité. Émile Lask a été extrêmement important pour Husserl. Heidegger, évidemment. Simmel écrit 2 livres sur Kant, donc c'est quand même une œuvre assez étonnante, parce que dans le fond, elle a donné lieu à des lectures, lesquelles lectures ont donné lieu à des philosophies. Voilà. Et donc Krakauer est en train de se demander quelles sont les lectures de la critique de la raison pure qui dominent. Est-ce que ce sont des lectures, dans le fond, qui réduisent la rationalité à la ratio? Il appelle ratio, dans le fond, une raison qui serait réduite à l'entendement, c'est-à-dire, dans le fond, une fonction de connaissance, de reconnaissance, d'arpentage du monde phénoménal. Et cette réduction-là l'inquiète. Or, le détective est celui qui, dans le fond, incarne cette réduction, mais en même temps, le détective a 2 faces. La figure du détective dans les romans policiers auquel s'intéresse Krakauer. La figure du détective dans le roman policier, absolument. Ouais. C'est à la fois celui, dans le fond, qui substitue à la quête spirituelle, à la quête d'un absolu, une enquête policière. Donc on passe de la verticale à l'horizontale. Et le policier, dans le fond, calcule, déduit et dissipe toutes les énigmes. Il n'y a pas d'au-delà du calcul. Donc ça, c'est sa face inquiétante. Et cette face inquiétante correspond à des pratiques de lecture de la critique de la raison pure qui inquiètent Krakauer, parce qu'il est en train, dans le fond, de vouloir politiser l'intelligentsia. À quelle fortification de la rationalité contemporaine contribuez-vous par vos lectures de la critique de la raison pure, qui sont aussi des philosophies? Mais alors, il y a une autre phase du détective, et c'est là que, dans le fond, ce livre est véritablement saisi par une dialectique de la raison, une double structure, mais qui est au cœur de la critique de la raison pure. C'est qu'on ne peut pas réduire la critique de la raison pure à la théorie des éléments. Il y a une dialectique transcendantale. C'est-à-dire ? Ça veut dire que, dans le fond, on pourrait, chez Kant, définir la raison. On pourrait définir la raison comme la pensée qui considère l'usage non empirique des catégories. Et cette réflexion sur l'usage non empirique des catégories, la conduit à un dilemme. Soit il y a, dans le fond, à repérer une multiplicité d'illusions d'objectivation, parce que l'usage non empirique des catégories ne livre aucune connaissance, sinon une connaissance illusoire, d'objets illusoires, ou alors, et c'est là le retournement dialectique, ou alors, dans le fond, il y a un autre usage possible des catégories. Un usage non empirique, mais un usage qui ne prétendrait plus connaître, qui livrerait autre chose. Et ce que Kant va nommer l'usage pratique, qui ouvre un nouvel avenir à la métaphysique. Et là, c'est la deuxième phase du policier pour Krakauer, c'est donc à la fois le réducteur du monde à une homogénéisation, à une quantification par le calcul, par la déduction. Il n'y a plus d'énigmes, il n'y a plus d'inconnus. On est dans l'horizontalité de ce que Krakauer appelle une irréalité unidimensionnelle. Nos existences sont réifiées. Voilà, donc il y a quelque chose de mortifère. Ou alors, le détective est celui, dans le fond, et c'est en cela qu'il n'est pas identifiable tout à fait à la police ou au commissaire de police, chez Poe par exemple, c'est celui qui, dans le fond, ouvre de nouveau la perspective de l'inconnu et invente, dans le fond, un autre usage des catégories. Alors cette double phase du détective, Krakauer l'appréhende à la fois comme une dialectique de la raison, soit la dialectique se nie en calcul, en reconnaissance, en connaissance, en dissipation de toutes les énigmes, soit la raison réouvre une verticalité, une tension vers l'absolu, et dans ce cas-là, le détective n'est plus identifiable au commissaire de police. Je sais qui est le tueur. Ah. Et je peux vous raconter la façon dont il a procédé. Monsieur mort, gît par terre, mort selon toute apparence. Il était mort, je l'ai examiné. S'il était mort, pourquoi se ferait-il assommer avec un chandelier quelques minutes plus tard? D'accord, je me suis trompé. Bien, mais alors pourquoi monsieur mort fait semblant d'être mort?
Parce qu'il comprend tout à coup que son projet a échoué et que c'est à lui que le coup de feu était destiné, pas à moi. Regardez, la balle lui a éraflé l'oreille. Le seul moyen d'échapper à une mort certaine est de faire semblant d'être déjà mort. Alors celui qui m'a pris le revolver des mains voulait le tuer. Mais rappelez-vous de ce qui se passe ensuite. Ben, Pervenche boit un verre, vous dites, on l'a peut-être empoisonné, elle hurle, ah, on l'assied ici, Monsieur Big, ah. Puis d'autres hurlements, Yvette, la salle de billard, on se précipite. Mais l'un de nous est absent. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et les preuves? Le revolver n'est pas là. Messieurs, videz vos poches. Mesdames, videz vos sacs. Celle ou celui qui a le revolver est notre meurtrier. L'hostilité au bonheur de la pensée critique officielle est sensible surtout dans la dialectique transcendantale de Kant, qui voudrait pérenniser la limite qui sépare l'entendement et la spéculation et empêcher, comme l'exprime cette métaphore caractéristique, le débordement dans les mondes intelligibles. Si la raison, qui se critique elle-même, doit chez Kant avoir les deux pieds sur terre, se fonder elle-même, elle se ferme hermétiquement, selon son principe le plus profond, contre toute espèce de nouveauté et contre la curiosité également dénoncée par l'ontologie existentielle, qui est le principe de plaisir de la pensée. Ce que Kant reconnaît dans le contenu de ses écrits comme la finalité de la raison, l'instauration de l'humanité, l'utopie, est interdit par la forme, par l'épistémologie, qui ne permet pas à la raison de dépasser le domaine de l'expérience, réduit par le mécanisme de la simple matière et des catégories invariables, à ce qui a toujours été. Mais l'objet de l'essai, c'est la nouveauté en tant que telle, qu'on ne saurait traduire en l'assimilant à du passé, à des formes existantes. C'est Théodore Adorno, dans ses notes sur la littérature, qui écrit ce texte, Michel Connellimi, dans lequel il distingue l'objet de l'essai, sans doute en général, mais aussi celui de Kant, hein, donc c'est la nouveauté, c'est-à-dire que le risque de réduire la critique de la raison pure à une théorie de la connaissance consiste finalement, et c'est là où on peut prononcer le terme, en une forme, alors soit de meurtre, soit de prise d'otage, soit de, je ne sais pas, de kidnapping, de toute une partie d'un exercice de la raison, qui est celui de la pensée, qui va donner lieu à son usage pratique dans la deuxième critique, et qui est absolument fondamental dans la démarche kantienne. Et c'est là où la violence est telle, on comparait avec Heinrich Heine un Kant à Robespierre, la violence est telle qu'on peut parler de meurtre d'un domaine de la pensée. Michel Connellini. Oui, vous avez raison. Il me semble que là, le texte d'Adorno est important, et il faut noter en outre que Adorno, en 1959, à Francfort, de mai à juillet 1959, fait un cours sur la critique de la raison pure, que moi je lis et j'entends comme une reprise des grands thèmes du roman policier de Krakauer. Alors, le meurtre, on ne peut pas nécessairement l'assigner. Bien sûr, on va tenter de le faire. Mais fondamentalement, pour Krakauer, comme pour Adorno, le meurtre, c'est dans le fond une raison qui se réduit à une puissance de récognition. Donc il n'y a plus d'inconnu. Les catégories, la morphologie de la pensée, qui est constituée par la table catégoriale, est invariante. Et donc en fait le meurtre, c'est ce que montrent et Krakauer et Adorno, c'est dans le fond la puissance de meurtre qu'enveloppe la pratique permanente de l'identification, plus encore que de la réification. Donc il faut réintroduire du non-identique. Il faut réintroduire de l'inconnaissable, de l'inconnu, mais référer à un autre usage des idées, à un usage dont vous avez dit en effet qu'il va être défini comme pratique et qu'il va ouvrir un autre avenir à la métaphysique. Mais la question du meurtre, c'est dans le fond que l'identité, la réduction, l'identification permanente enveloppe une puissance de meurtre. C'est-à-dire essayer de ne pas identifier la raison, une espèce de machine connaissante. Voilà, exactement. Ce que fera reconnaissante même, reconnaissante, qui ne fait que reconnaître dans les manifestations du réel ce qu'elle est capable de connaître. Donc qui reconnaît ce qu'elle est capable de connaître. Et là, on est dans ce que Adorno, dans son cours de 59, appelle une sorte de cercle ou de boucle spéculaire, qui est ce que Krakauer, lui, à l'ouverture de son livre, nomme le miroir déformant
d'une certaine monstruosité de notre société qui est caractérisée par la réification. Cette rationalité-là, elle sert la réification. Donc il n'y a pas d'autre objet à connaître que des choses soumises aux catégories invariantes de l'entendement. Mais comment on explique un tel contresens de la lecture de Kant quand même? Parce que non seulement la dimension, l'usage régulateur de la raison pure est présent dès la critique de la raison pure, mais elle va être encore plus explorée dans les deux autres critiques. Le fait que la raison produise des idées qui elles-mêmes ne font pas l'objet de connaissances. C'est tout le sens des idées régulatrices. C'est constitutif de la théorie de la connaissance kantienne au sens large. Comment est-ce qu'on explique un tel contresens ait pu avoir lieu et réduire Kant à un inventeur de machines, de raison comme une machine rationalisante? Mais ça fait partie, je crois, de la réception historique de la critique de la raison pure, qui a été d'emblée marquée par cette double lecture. Alors vous avez un Kleist qui est effondré, qui sombre dans le désespoir pendant 2 ans. Il a lu la critique de la raison pure et il découvre, c'est ce qu'il dit à sa fiancée et à sa sœur, qu'on n'a plus d'accès à l'absolu, que le monde des étoiles, alors, s'est fermé. La nuit nous a envahis. Ou alors vous avez un Hölderlin qui dit que dans les moments de désespoir, il se tourne vers Kant. Voilà. Donc je crois que ce qu'Adorno nomme la double structure est constitutive d'une réception, mais qui, au lieu de se concentrer sur cette double structure, fait en quelque sorte un choix. Donc soit le legs de la critique de la raison pure, c'est une épistémologie, c'est dans le fond dire la science a le monopole de l'objectivité, soit il y a autre chose à dire et qui concerne dans le fond l'avenir de la métaphysique, mais cet avenir est pratique, cet avenir est moral. Et là, je crois qu'il y a un autre problème qui s'introduit dans la lecture, c'est que Kant, dans sa correspondance, a toujours dit « j'écris la critique ». Et il le dit en 1790, en 1791, alors on se dit « il ne sait pas compter », il en écrit 3. C'est un système. C'est-à-dire, vous parliez l'autre jour avec Jocelyn Benoît de la révolution copernicienne. Il me semble que c'est très très important de voir comment il y a un système d'enchâssement. C'est-à-dire que l'hypothèse copernicienne s'avance dans la 2e édition de la critique à partir de sa confirmation expérimentale. Alors, Kant dira par Newton, dans le conflit des facultés, mais confirmation expérimentale dans le champ pratique, parce que dans le champ pratique, la raison pure donne une loi sans explication. La conscience est familière de cette loi qui lui est donnée. Donc ce que dit Adorno dans le contre-coup, je pense, des cours de Krakauer, c'est qu'il faut partir du concept d'autonomie pour comprendre comment le sujet, l'hypothèse d'un sujet connaissant légiférant, produisant la connaissance des objets par les lois de la connaissance, est une hypothèse qui s'avance à partir de sa confirmation expérimentale dans le champ pratique où s'est élaboré le concept d'autonomie, c'est-à-dire d'un concept qui reçoit de sa propre raison la loi de ses actes. Autonomie, hein, si voilà, se donner à soi-même sa propre loi. Voilà. Et donc là, je pense aussi que si on lit la critique comme un système de 3 livres, c'est-à-dire la critique de Kant, c'est pas une critique plus une autre plus une troisième, c'est un système, c'est une trilogie. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'enchâssement de la 2e critique dans la première. C'est-à-dire que dans la 2e édition, Kant est en train d'inscrire dans le champ théorique l'ouverture du champ pratique. Et alors là, je pense qu'en effet, il y a un déficit d'attention dans la lecture. Il n'est en réalité pas possible de lire, de manquer l'ouverture pratique que produit Kant au cœur même de la critique de la raison pure, l'ouverture pratique d'un avenir de la métaphysique. Alors il faut qu'on continue l'enquête qu'on a ouverte en début d'émission, Michel Cohen-Halimi. Donc finalement, les meurtres, on pourrait identifier 2 meurtres dans la critique de la raison pure. En réalité, il me semble que le meurtre le plus important, c'est celui que l'on a. C'est Kant qui en est la victime, finalement. C'est la mauvaise lecture qu'on fait de la critique de la raison pure. Est-ce que lui-même revient, c'est là où, voilà, on va y venir précisément, lui-même semble revenir tel un détective. Sur son propre texte, c'est notamment Gérard Lebrun qui le dit dans son article, dans son livre Kant sans kantisme, que vous citez dans un article que vous avez publié, Michel Cohen-Halimi, où il dit que Kant revient incessamment sur ses pas. Il y a après tout des romans policiers où l'enquête est suscitée par un simple malaise du détective et par le vague sentiment qu'il éprouve qu'un crime a dû être commis dans cette maison-là. Là, ça fait référence à un crime en particulier qui est celui peut-être du jeu, du moi comme substance. On va y venir dans un instant. Avant cela, l'autre meurtre, on est en train de l'évoquer sans vraiment le nommer depuis le début de cette émission, c'est celui de tout un domaine de la pensée qui n'est pas accessible à la connaissance. C'est en gros la distinction entre phénomène et chose en soi dont on parlait mardi dernier. Oui, absolument. Alors, il me semble que dans cette distinction-là,
ce qui est important, c'est que le noumen, donc la distinction, le principe de distinction de tous les objets en phénomène et noumen, qui est quand même la dernière pièce de texte importante, le dernier chapitre de l'analytique transcendantale. Dans ce texte-là, alors Jocelyn Benoît en a parlé de manière très précise et très, très fine, mais ce qui me semble important, alors pour revenir sur notre affaire de détective et d'enquête, c'est-à-dire de puissance de réduction qui est à l'intérieur même de la raison et dont elle peut se dégager dans un mouvement dialectique où elle nierait cette réduction d'elle-même à une simple puissance de connaître et de reconnaître. Et donc là, je pense qu'il faut revenir sur la définition que donne Kant du noumen. Il dit c'est un concept limite. Hein, le mot allemand étonnant, c'est Grenzbegriff. Alors, pour ne pas répéter des choses importantes qu'a dites Jocelyn mais tout le monde n'a Benoît, pas écouté l'émission, donc vous pouvez... D'accord, alors voilà. je dirais que là, ce à quoi il faut être attentif, c'est que le noumen donc, est un concept limitatif qui restreint, dans le fond, le champ de la connaissance à l'expérience possible, à la phénoménalité, mais que Kant le définisse comme un concept limite, doit nous rendre attentifs, dans le fond, à ce concept de limite. Là, disons juste que ce qui peut faire objet de connaissance chez Kant, ce sont les phénomènes. Et les noumens, c'est ce qui va être soustrait, finalement, du domaine de la connaissance. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre pour ensuite voir ce qu'il entend par ce terme de concept limite. Voilà. Limite quoi, la connaissance. Nous ne connaissons pas l'en soi des choses, nous connaissons les choses telles qu'elles nous apparaissent dans une phénoménalité qui nous est livrée par les structures de notre intuition, qui est la faculté donatrice, et ces structures, c'est l'espace et le temps. Donc tout ce qui échappe à ce mode de donation, à cette structure même de la donation, dans le fond, n'est pas connaissable pour nous. Bon. Alors le noumen est un concept limitatif, mais ce qui me semble intéressant là, dans notre perspective, disons, policière, c'est de reprendre ou de revoir la distinction que produit Kant entre borne et limite. Bon. Une borne, c'est une distinction a posteriori entre le connu et l'inconnu, ce qui se corrèle dans le fond à une ignorance contingente. Je pourrais en savoir davantage, mais je n'en sais pas davantage. En revanche, la limite, et c'est là que commence l'intelligence policière peut-être, la limite, c'est le partage a priori du connaissable et de l'inconnaissable. Et donc c'est corrélé à une ignorance nécessaire. Mais là c'est quand même assez paradoxal, parce qu'une ignorance nécessaire, c'est une ignorance qui ne me prive de rien. Alors qu'est-ce qui se passe ? Kant est en train de nous dire, la transcendance n'est pas connaissable. La transcendance n'est pas connaissable. Mais en même temps qu'il dit la transcendance n'est pas connaissable, il porte la transcendance hors du champ de la connaissance. Donc on peut dire que la négation, qui est souvent une dénégation, en tout cas là, est une affirmation. Il porte la transcendance hors du champ de la connaissance. Et donc là, il ouvre une perspective. Alors soit on persévère dans l'idée qu'on va connaître ce que Gérard Lebrun nomme des ultra-objets. Hein ? Mais alors là, on divague. Là, on perpétue l'illusion transcendantale d'une objectivation possible de quelque chose qui échappe à la phénoménalité. Ou alors, autre perspective, et là, c'est pas simplement une perspective, c'est un devoir et un pouvoir de penser autrement l'usage des idées, eh bien ces idées, on va les justifier par un usage pratique. Et que ces idées, ce qui est soustrait du domaine de la connaissance, c'est par exemple l'idée de Dieu, l'idée du monde et l'idée du moi, justement. Le moi comme sujet. Oui. Alors là, évidemment, vous nous engagez dans le deuxième texte qui peut donner lieu à une lecture détective, disons. C'est les paralogismes de la psychologie rationnelle, où Kant revient sur le « je pense », pour nous dire que là, ce qui nous est livré par le « je pense », c'est dans le fond une fonction logique. Donc il faut se garder de sombrer, de divaguer, en pensant que le « je pense » va être le lieu d'une révélation de connaissance relative au « je qui pense ». Voilà. Et donc là, on a simplement une fonction logique qui est en fait la prédication, laquelle est la forme de la pensée en général. Le moi est certes dans tous les contenus de pensée, mais ne se trouve lié à cette représentation pas la moindre intuition qui le distingue d'autres objets de l'intuition. On peut donc assurément percevoir que cette représentation réintervient toujours dans tout acte de pensée, mais non pas qu'elle constitue une intuition stable et permanente dans le cadre de laquelle les contenus de pensée se succèdent. Il s'ensuit que le premier raisonnement de la psychologie transcendantale ne vient nous apporter qu'une prétendue lumière nouvelle, en faisant passer ce qui est constamment le sujet logique de l'activité de pensée
pour la connaissance du sujet réel de l'inhérence. Sujet réel dont nous n'avons ni ne pouvons avoir la moindre connaissance. Nous n'avons aucune connaissance du sujet en soi, qui comme substrat se trouve au fondement de ce moi, aussi bien que de toutes les pensées. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Est-ce dans le cœur, est-ce dans la peau, est-ce dans la tête? Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je suis indécis, je tourne au vent comme une girouette. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. J'aime le violon et j'apprends à jouer de la trompette. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je fais tout ce que je peux pour amincir. Je fais de la culture physique. Je prends des bains turcs et des heures sans faiblir. Je subis des massages scientifiques. Au restaurant invité, je dis une tomate et un thé. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Mon voisin de gauche savoure une entrecôte pomme frite. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Est-ce que ça sent bon? Je sens que ma volonté s'effrite. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h31 et c'est le 4e et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir la philosophe Michèle Cohen-Halimi, qui enseigne la philosophie à l'Université de Paris-Ouest Nanterre et qui a publié entre autres un ouvrage consacré à Kant, Entendre raison, essai sur la philosophie pratique de Kant, disponible chez Vrin. Une mère verra, il me prend dans ses bras. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. J'ai le nez qui remue, les genoux qui plient, le cœur qui s'arrête. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je suis envoûtée, entortillée, je perds la tête. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Et dans ses bras, je me laisse voir comme une poire blette. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Grace, c'est moi. Salut chérie. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une drôle d'allure. Je suis flou. Oui, oui, c'est ça. Tu as l'air juste un peu flou, c'est Oui. ça. Et tu es toute pâle. C'est vrai? Tu es tout brouillé? Oui. Oui, ils m'ont renvoyé à la maison Camille, bien sûr. C'est peut-être quelque chose que tu as mangé au déjeuner. Tu as pris des crustacés. Non, c'est pas une réaction allergique. Je sais pas ce que c'est au juste, mais j'ai besoin de m'allonger et d'avoir une bonne nuit de sommeil, et puis demain ça ira. tu verras. Absolument, tu as raison. Mais le lendemain matin, son état ne s'était pas amélioré. En fait, la situation avait plutôt empiré. Mel était plus floue que jamais. Je crois que je vais aller chez le docteur. J'ai jamais rien vu de pareil. Vous n'avez rien du tout. Non. Si ce n'est que vous êtes flou. Ça empire, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est à force de regarder Mel, ça me donne le mal de mer. C'est pour ça que je voudrais que tout le monde essaye de mettre ça. Tenez. Ah non, je peux prenez pas ça. mettre de lunettes. Essayez. maman. Attends, il faut voir. Non, je vais Et je veux pas porter les ces lunettes. lunettes. Ah non, Mais on va non, ton c'est père. mieux Fais comme comme ta ça. maman. Non, je vous assure, hein, c'est bien. Mets les lunettes. Alors dire que le jeu n'est plus une substance, Michèle Cohen-Halimi, que le moi ne renvoie pas à une entité clairement définissable par la pensée, est-ce que ça conduit à l'éclatement du moi comme sujet? Est-ce que ça conduit à un trouble de la perception, comme semble le laisser entendre le film de Woody Allen, dont on vient d'entendre un extrait, un Harry dans tous ses états, où ce personnage rentre à la maison et sa femme lui fait bien constater que oui, il est flou, on ne le voit plus comme sujet. En effet, mais c'est ça le dilemme, c'est-à-dire que si on le voyait, ce serait un phénomène. Et donc la question, c'est, puisqu'on ne le voit pas, qu'est-ce que c'est? Et si on doit échapper, dans le fond, à la réduction de la pensée à une simple connaissance objectivante, eh bien, dans le fond, le jeu, en effet, échappe. Donc on devrait tous être flous dans la logique kantienne. On devrait être flou, oui, en effet. On est flou parce qu'on n'est pas réductible à la phénoménalité. C'est-à-dire la pensée, dans la locution « je pense », Kant considère, comme je disais tout à l'heure, une fonction logique. Et ce qui me semble intéressant dans les paralogismes, c'est qu'il dit, il prend l'exemple d'un vers, il dit une forme prosodique, un vers, on l'approche pas en décomposant le vers en chacun de ses mots. Un vers de poésie, oui. Un vers de poésie, oui, un vers de Mmh. poésie, pas un vers pour boire. Mais de la même manière, je pense, on va pas approcher cette fonction en décomposant je pense en je plus pense. Parce que là, on a affaire, dans le fond, à une défaillance de raisonnement qui induit une illusion d'objet. Il n'y a pas de jeu à connaître. Il n'y a pas de jeu à connaître. Il y a une fonction indivisible. Il y a une fonction indivisible, donc on est confronté à un dilemme, comme je disais, puisque soit le jeu, alors qu'est-ce qui se passe en moi? La chanson n'est pas tout à fait adéquate, parce que ce qui se passe en moi, c'est de la phénoménalité. Dans l'expérience interne, je m'apparais à moi-même, alors dans la forme du temps.
mais je ne m'apparais pas à moi-même tel que je suis essentiellement. Je m'apparais à moi-même comme les objets. Il n'y a aucun privilège de cet apparaître sur l'apparaître phénoménal. Donc je suis un phénomène parmi d'autres phénomènes. Mais je ne sais pas quel est ce moi. Je ne sais pas quel est ce moi. À qui ce moi apparaît. C'est là où ça devient compliqué. C'est que je peux m'apparaître à moi-même, mais je ne sais pas qui est ce moi qui apparaît et qui m'apparaît. Absolument. Mais la question se redouble de difficulté quand il s'agit, dans le fond, de dire que ce « je pense » est tout de même un jeu qui instancie le pronom personnel « je », qui maintient ce jeu, comme si, dans le fond, la pensée ne pouvait se penser qu'en première personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Le jeu n'est pas un objet de connaissance, on ne peut pas savoir qui est ce jeu. Néanmoins, il est indispensable et nécessaire à toute formulation de connaissance. En tant qu'instance logique, il a une fonction directe épistémologique. Alors, le « je pense » a une fonction épistémologique. Il est garant de toute l'unité de l'expérience et Kant évite de dire il supporte la table catégoriale parce qu'on reconduirait l'illusion d'un support, d'une substance, d'une source ontologique. Il introduit dans le paragraphe 16 de la déduction transcendantale le vocabulaire de l'accompagnement, du véhicule. Voilà. Donc il y a en effet une sorte d'évanescence ontologique, mais dans le fond le grand enjeu, c'est d'évider ce « je pense » de tout l'investissement ontologique dont il a été l'objet, le lieu, pendant toute la métaphysique classique. Il faut libérer la conscience de l'ontologie. Et alors, on se dira, mais libérer la conscience de l'ontologie, pourquoi ? C'est-à-dire contre Descartes, par exemple. Alors bon, Descartes, c'est contre Descartes, oui, vous avez raison. Bien sûr, Descartes est le nom, mais c'est un nom de guerre, je crois, parce que là, il y a une machine de guerre contre la métaphysique de la subjectivité, la métaphysique du sujet, comme substance pensante. Kant n'a pas lu les méditations métaphysiques, il les connaît par la réception wolffienne, donc par une appropriation wolffienne. Dans la Psychologia Rationalis, Wolff cite Descartes et accommode Descartes à un certain nombre de ses principes relatifs à son développement de cette psychologie rationnelle. Donc Kant n'a pas lu Descartes, c'est pas une connaissance de première main, c'est l'index, dans le fond, de l'adversaire, là, qui est celui qui ontologise le moi de la pensée. Donc l'opération, c'est désontologiser, donner le nom de Descartes à celui qui pourrait résister à cette opération de désontologisation, de dépsychologisation. Alors le problème, évidemment, c'est que cet évidement ontologique radical nous laisse avec une fonction logique dont on peut se demander pourquoi elle maintient le pronom « je ». Pourquoi elle maintient le pronom « je ». Et je crois que, parce que ça c'est quelque chose que Nietzsche, avec une sorte de mouvement hyper critique, reprochera à Kant. Pourquoi finalement on n'en est pas arrivé avec Kant à dire « cogitatur », comme on dit « il pleut »,« il pense », ça pense. Et Kant le dit d'ailleurs, il dit ça pense, il pense, il va même jusqu'à dire que je pense est simplement le texte, l'unique texte de la psychologie rationnelle. Donc il suffit de lire ces énoncés avec sérieux pour cesser de se mettre en quête d'une source ontologique de la pensée. Il n'en demeure pas moins que Kant, ayant libéré la conscience de tout cet investissement ontologique, maintient le jeu. Il maintient le jeu, et donc la pensée se pense en première personne. Et la pensée se pensant en première personne accède à une conscience dans la pensée, dans presque, je dirais, la synthèse, une conscience alors que Kant va décliner dans la deuxième édition de la critique de la raison pure sous différents modes. Alors évidemment, vous avez cité les paralogismes de la psychologie rationnelle et surtout le paralogisme de la substantialité. Il faut cesser à partir de « je pense » de se donner à connaître un « je » qui pense substantiel ontologique, mais il va même plus loin, c'est-à-dire que dans le paragraphe 25 qu'il ajoute, paragraphe 25 de la déduction transcendantale, il introduit, dans le fond, l'idée que la conscience que je prends de cette pensée, c'est une conscience d'acte, c'est une conscience de spontanéité, et alors c'est là qu'on va vraiment vers l'horizon de la critique de la raison pratique, une conscience d'existence. Alors, on va écouter le texte. Là, on vient de découvrir ce deuxième meurtre. Ce serait donc le moi comme substance qui serait, alors je sais pas, égorgé, poignardé. Le moi ontologique. Le moi ontologique, voilà. Employons la métaphore meurtrière qu'on veut. Dans une note ajoutée en 1787, Kant semble revenir sur cette question de la substantialité et écoutez comment il va définir à nouveau ce problème, en laissant entendre, comme vous venez de le dire, qu'il y a en effet une application pratique directe à cet enjeu. Écoutez. Le « je pense » est une proposition empirique et contient dans lui-même la proposition « j'existe ».
Cela étant, je ne peux pas dire « tout ce qui pense existe », car dans ce cas, la propriété de la pensée ferait de tous les êtres qui la possèdent des êtres nécessaires. Par conséquent, mon existence ne peut pas non plus être considérée comme déduite, ainsi que Descartes l'a cru, de la proposition « je pense », parce que sinon il faudrait qu'elle fût précédée de la majeure « tout ce qui pense existe », mais elle lui est identique. La proposition en question exprime une intuition empirique indéterminée, c'est-à-dire une perception. Par conséquent, elle démontre que déjà la sensation, qui appartient donc à la sensibilité, est au fondement de cette proposition existentielle. Mais elle précède l'expérience qui doit déterminer la perception de l'objet par la catégorie relative au temps. Et l'existence, ici, n'est pas encore une catégorie, puisque la catégorie d'existence se rapporte non pas à un objet donné de manière indéterminée, mais à un objet dont on a un concept et dont on veut savoir s'il est aussi posé en dehors de ce concept ou non. Une perception indéterminée signifie ici simplement quelque chose qui a été donné, mais seulement pour la pensée en général, donc non pas comme phénomène, ni non plus comme chose en soi, noumen, mais comme quelque chose qui, de fait, existe et est désigné comme tel dans la proposition « je pense ». Quand Kant fait référence à ce quelque chose qui, de fait, et on connaît l'importance du fait chez Kant, existe et est désigné comme tel dans la proposition « je pense », opère-t-il une forme de retour en arrière, comme un remords d'être allé si loin dans le meurtre du jeu et se disant que finalement il y a quelque chose à préserver parce que ça lui est bien utile pour la suite de son entreprise critique, Michel Cohen-Halimi? Je ne sais pas si c'est un remords ou si c'est la prise en considération de la réception de sa première édition. Celui qui réduit tout en poussière. Après, voilà, celui qui réduit tout en poussière. Et il faut voir que dans l'entre-deux des deux éditions, il écrit les Prolégomènes. En 1783, Prolégomènes, dans le paragraphe 46 des Prolégomènes, il dit dans le « je pense », j'accède, j'atteins quand même le sentiment d'une existence. Il ne dit pas le sentiment de l'existence, il dit une existence, donc 83. 85, la fondation de la métaphysique des mœurs. 88, la deuxième critique. Donc le champ pratique est en train de rentrer davantage, je crois, dans les ouvertures que livre la critique de la raison pure, pour prévenir, je crois, cette réduction alors de la raison à la ratio, ou de la critique de la raison pure à une théorie de la connaissance. Donc je pense que c'est un remords, ou alors plutôt, je crois, plutôt qu'un remords du meurtrier qui revient sur les lieux du crime, je crois que c'est vraiment dans le prolongement de ce qu'on a dit sur Copernic et Newton, c'est enchasser donc l'inscription du champ pratique dans le champ théorique, c'est-à-dire pour notre question, c'est signifier que je libère la conscience de tout investissement ontologique. Donc quand je dis « je pense », il n'y a pas lieu de déduire un étant conscient, un « je qui pense », mais néanmoins, il y a lieu de libérer cette conscience pour, je crois, un avenir moral. Et donc il ne faut pas l'abandonner, et il faut signifier qu'elle a une existence, mais alors là ça devient passionnant parce qu'il dit existence, il ne dit pas être, donc il ne reconduit pas une ontologie, il dit existence et en même temps il dit cette existence n'est pas un concept. Et il va parler de personnalité morale dans la deuxième critique. Alors voilà, là on a l'enchâssement parfait, l'inscription déjà du champ pratique dans le champ théorique pour cette question-là, mais existence, ce qui me semble intéressant, c'est presque une sorte de mouvement extatique, quoi. Je sors dans le fond d'un mode d'être qui est le mode des sujets-objets, des choses. Voilà, on sort de la réification en termes krakauériens. On a une perspective, dans le fond, on retrouve la tension verticale vers l'absolu, vers la liberté. Et cette tension verticale, elle est ménagée par Kant, parce que Kant dit, quand je dis « je pense », il y a une conscience. Mais cette conscience, c'est quoi? Cette conscience, elle est vide d'être, elle est vide ontologiquement. Mais elle est conscience de spontanéité, elle est conscience d'acte, elle est conscience d'existence. Et cette conscience d'existence, c'est une représentation. Mais cette représentation n'est pas une connaissance. Alors, dans le paragraphe 25 de la déduction qu'il ajoute à la deuxième édition, il dit c'est une pensée. Voilà, je suis livré à moi-même comme pensée.
Voilà, c'est une pensée. Et puis dans la note que vous avez, dont vous avez livré la lecture, il dit c'est une intuition indéterminée. Donc là, je crois qu'on a franchi la barre du son. C'est-à-dire que ce qu'on cherche n'est ni du côté des phénomènes, mais attention, c'est pas non plus du côté des noumènes. Donc c'est ailleurs, et quand je disais du coup il met la transcendance hors de la connaissance, on ouvre un ailleurs d'un type d'existence qui n'est pas réductible à l'être des phénomènes. Mais quand Descartes dit « je pense », donc je suis, le raisonnement est identique. Si on met de côté le fait que le jeu devienne une substance, et finalement c'est la pensée qui atteste du fait de l'existence. Oui, mais c'est là où c'est pas complètement contradictoire. Oui, vous avez raison. Mais alors là, du coup, il y a toute la manière qu'ont les philosophes de se lire les uns les autres. Alors d'abord, Kant ne lit pas de première main Descartes. Ouais. Et ensuite, Jean-Marie Bessade a en effet montré, en confrontant la critique kantienne de Descartes au texte de Descartes lui-même, que c'est pas si incompatible que ça. D'autant que Kant dit même, dans cette conscience de l'acte de penser, dans cette conscience de spontanéité, je me découvre moi-même, dit-il, intelligence, intelligence. Alors ça, en effet, c'est très cartésien. Mais je crois que l'intérêt, c'est pas de lire ce texte pour dire Kant a bien lu Descartes ou pas, c'est de voir, et ça c'est quand même la génialité de cette idée, que la métaphysique est une arène, que alors Adorno dit il faut lire la critique de la raison pure comme un champ de force, Kraftfeld. Et là, voilà, il y a des choses dont il faut se libérer. Il faut libérer la conscience de toute approche ontologique. Donc, ce qui est davantage important, c'est de ne pas substantialiser, de ne pas ontologiser ce jeu du je pense, et libérer la conscience, je pense, pour un avenir moral. All around me is such unreality. Optical illusions as far as my eyes can see. Is the whole thing a fake or the ultimate reality? That house is so big that it reaches right up to the clouds. Unreal Reality, c'est avec les Kinks que nous nous quittons. Michel Cohen-Halimi qui s'interroge sur la nature réelle de la réalité. Un grand merci à vous d'être venu nous parler de Kant aujourd'hui. Merci. D'avoir pris au sérieux cette démarche de lire la critique de la raison pure comme un roman policier à la suite de Krakauer, à la suite de Gérard Lebrun. Et donc vous-même, vous avez apporté cet article notamment qu'on peut lire dans les cahiers philosophiques aux éditions Canopée, un article qui s'intitule « Les écrits de Krakauer et la métaphysique du roman policier » où vous commencez, c'est ce qui nous a donné l'idée de cette émission, hein. Vous prenez au sérieux cette démarche-là. Et de vous, on peut également lire Entendre raison, essai sur la philosophie pratique de Kant, disponible aux éditions Vrin. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui vient de s'installer en studio. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Comme tous les jours, vous nous donné envie de lire un livre qui vient de paraître, mais aujourd'hui je n'ose pas dire un livre car il y en a 4 devant vous. Oui, il y en a plusieurs. Ce sont tous des livres d'Yves Tsourdze à qui on consacre une rencontre à la BNF ce samedi. Nous roulons avenue de la Porte d'Auteuil en direction de Boulogne-Billancourt. Devant moi, vous l'attendiez bien sûr, notre essayeur amateur auditeur, c'est Michel Sutter. Il est professeur d'économie à la faculté de la rue d'Assas et habite Levallois. Michel Sutter, vous avez eu le temps d'essayer cette voiture, vous êtes au volant, qu'en pensez-vous? Une première chose, le siège est très confortable, c'est un siège baquet, je trouve qu'on est très bien assis.
En 1971, France Inter avait lancé cette opération spéciale à l'occasion du 58e salon de l'automobile, faire tester des voitures à ses propres auditeurs. Et entre la voiture et la radio, le point de contact est beaucoup plus frappant qu'on ne le pense. Alors pas seulement parce qu'on écoute de manière privilégiée la radio en conduisant, mais parce que toutes les deux sont des moyens privilégiés de communication. Et que toutes les deux, à cet égard, ont intéressé le philosophe et sociologue Yves Tzurdzee. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Yves Tzurdzee, disparu il y a 30 ans, est un des grands penseurs de l'innovation, des nouvelles technologies, de la communication et des organisations. Parmi ces textes que l'on trouve aux éditions Sens et Tonka, il y a cet essai qui porte ce très beau titre « Les ruines du futur », ou une manière de dire par l'oxymore la dystopie de l'informatique, ses bonheurs et ses ruines. Les ruines du futur, ou la manière aussi de caractériser ce type de critique auquel nous sommes désormais plus habitués. Car si en 1979, alors qu'il écrit cet essai, Yves Tzurdzee a déjà repéré le centre mortifère de ces organisations technologiques, en 2016, aujourd'hui, on en est encore à formuler ce que l'on y perd, à trouver le mot exact, à dire les abîmes que produisent les discordances de nos nouveaux moyens de communication. Et c'est peut-être cela qui frappe le plus dans ce texte d'Yves Tzurdzee, sa clairvoyance dès 79, certes, mais surtout cette manière de le dire. Avec lui, la voiture est ce petit véhicule de la mort implosive. Avec lui, le monde industrieux renoue avec la porosité charnelle, ou encore avec lui, les réseaux se dérégulent à la manière de siphons voraces. Il y a une poésie des ruines sous sa plume, une beauté même du futur défiguré. Alors pour découvrir cette pensée, on peut soit lire ses ouvrages, on les mettra en ligne sur le site. Soit lire ses ouvrages, donc ils sont tous édités aux éditions Sens et Tonka, et notamment Organisation et Anti-Organisation qui vient tout juste d'être publié, ainsi qu'un ouvrage collectif qui lui est consacré où on trouve la contribution de notre comédien Jean-Louis Jacopin. Et il y a donc une rencontre à la BNF ce samedi à 17h avec Marie Tonon et Jean-François Blondeau qui ont coordonné l'édition de ces textes. Merci Géraldine, c'est noté. Et toutes ces informations seront en ligne évidemment sur le site de Nouveau Chemin, ainsi que la possibilité, vous le savez, qui vous est donnée en vous rendant sur le site des Nouveaux Chemins, sur le site de France Culture, la page des Nouveaux Chemins, de réécouter les émissions, pas en direct, donc en réécoute, c'est-à-dire soit en réécoute sur Internet, soit en téléchargeant, en podcastant les émissions, afin de les écouter à l'heure de votre choix, qui vous sied le plus, l'heure du direct n'étant pas forcément la plus appropriée pour l'écoute, selon vos emplois du temps, chers auditeurs. Demain, on se retrouve pour les chemins du vendredi, où je recevrai Vincent Delecroix, qui viendra vous parler de son dernier livre Apocalypse du politique. Et j'en profite aussi pour vous renvoyer à la lecture de Philosophie Magazine dont nous sommes partenaires, qui pour le numéro du mois d'octobre propose un dossier Comment surmonter ses échecs avec Charles Pépin, auteur des Vertus de l'échec, ainsi qu'un cahier central consacré à Claude Lévi-Strauss, Qui sont les barbares, cahier central rédigé par Roger Paul Droit et Patrice Maniglier.